Personne n'est préparé à entendre le mot cancer qui souvent agit comme un véritable tremblement de terre. L'annonce est un véritable choc psychologique. Pourtant, il existe des façons plus adaptées, humaines et bienveillantes d'annoncer cette maladie. Bonjour, docteur Jean-Bernard Le Provost. Bonjour. Y a-t-il une bonne façon d'annoncer un cancer? Alors, une bonne façon, certainement. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des très mauvaises façons d'annoncer le cancer et que pendant des années, voire on n'annonçait même rien du tout. La bonne annonce n'est pas forcément une annonce idéale. C'est jamais simple de dire à quelqu'un que voilà, ce qu'on va lui annoncer va changer tous ses projets de vie et la façon dont il se voit dans l'avenir, que ce soit pour lui, que ce soit pour son enfant, que ce soit pour ses proches. Donc l'annonce est compliquée à faire. Personne n'a envie d'annoncer de mauvaises nouvelles. Elle est évidemment très compliquée à recevoir. Les mauvaises nouvelles, personne ne veut en entendre. Donc évidemment, la façon dont l'annonce se fait va impacter la façon dont elle va être reçue au niveau du patient. Ça a fait l'objet, ces 20 dernières années en particulier, de beaucoup d'améliorations, beaucoup d'aménagements, dont on va certainement parler, de manière à ce que l'annonce se fasse le moins mal possible, bien sûr. Déjà, en soi, la mauvaise nouvelle, ça fait du mal, mais on ne va pas en rajouter, vous voyez. Et l'annonce, on cherche à ce que ce soit assez progressif, si vous voulez, le temps que le patient comprenne de quoi il s'agit et que le patient ne reste pas sur l'annonce, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas traumatique. Parce que l'annonce va être suivie après par la mise en route des traitements. Et donc, il faut l'adhésion à un patient. Donc, si on a traumatisé un patient, ça va être compliqué. Donc, l'annonce en soi est, on va dire, une étape dans la maladie, mais on va faire en sorte qu'elle ne soit pas traumatique. Et si jamais elle a été, on l'accompagnera. En tant que patient, on doit aussi faire l'annonce à ses proches de son cancer. Comment il faut faire? Ça peut être très compliqué. On recommande, quand on a l'annonce d'un cancer, de ne pas être seul. Donc, on a besoin d'avoir une personne dite de confiance. Tout simplement parce que, vu l'intensité du stress que ça donne, on ne va pas avoir toutes les informations. Donc, dans les recommandations, il est effectivement spécifié, et c'est de bon sens, de ne pas recevoir une annonce seule. Donc, souvent, on vient avec le conjoint ou des enfants en particulier qui vont être impliqués d'emblée. Donc, si on a un conseil à donner, c'est déjà de ne pas venir pour une annonce seule, mais avec une personne de confiance. Ce qui permet ensuite de pouvoir un peu répartir les rôles sur l'annonce aux proches et à la famille en particulier. Parfois, c'est quelque chose que les gens ne veulent pas faire ou ne peuvent pas faire. Et je pense qu'il faut respecter ce choix-là aussi. Il y a des gens qui décident de venir seuls en annonce. Il faut le respecter, mais chercher aussi à comprendre pourquoi ils ne veulent pas, pourquoi ils ne peuvent pas, et si effectivement ils peuvent avoir des besoins. Donc on va respecter ça. Mais là aussi, avoir à la fois le rôle de celui qui a subi l'annonce et celui qui va la faire, ça peut être difficile et il ne faut pas rester seul avec ça. Un dispositif d'annonce de cancer a été mis en place en 2005. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, c'est un dispositif dans le plan cancer 2003-2007, en fait, qui était issu d'États généraux du cancer à la fin des années 90, c'était organisé par la Ligue contre le cancer, et c'était principalement à la demande des patients. À la demande des patients qui disaient on est très bien soignés, la médecine fait des progrès, c'est formidable, mais l'annonce, et on ne manquait pas de récits où effectivement, à posteriori, on se dit mon Dieu, quel traumatisme, et puis après, avec toutes les conséquences que ça a été. Donc c'est une demande qui existait déjà, mais qui a vraiment été prise en compte dans ce plan cancer, prise en compte de manière très sérieuse, puisque il y a un vrai dispositif très bien étudié qui fait référence avec des recommandations sur la manière dont on va annoncer le cancer, à la fois dans un déroulé, mais aussi dans la manière de le faire. C'est un dispositif qui est apprécié évidemment
par les patients, parce qu'on sent qu'on a fait attention, mais c'est aussi un dispositif fait pour faciliter l'annonce par la personne qui le fait. Hein. On a vu, c'est difficile de dire une mauvaise nouvelle, c'est difficile de la recevoir. Eh bien, tout le monde s'est mis au travail pour voir comment on pouvait aménager cette annonce pour que justement, elle ne soit pas traumatique, mais qu'elle serve le soin en particulier. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu les différents temps prévus par ce dispositif? Oui, ils sont très précis. Il y a 5 temps. Il y a le temps déjà de la suspicion du cancer. En soi, c'est une annonce. Alors, c'est un temps qui fait, quand on a une suspicion de cancer, vous allez passer des examens biologiques, radiologiques. Donc, c'est souvent, effectivement, le laboratoire, le radiologue ou le spécialiste qui vous suit. Donc, déjà, il y aura l'annonce de la suspicion du cancer. On a trouvé quelque chose, mais on n'est pas sûr. Donc, ça, c'est ce premier temps d'annonce. Deuxième temps d'annonce, c'est celui de la confirmation du cancer. Donc, ça, en général, c'est à l'hôpital, souvent avec l'oncologue, qui va reprendre tous les examens et dire « vous avez un cancer ». Alors, il ne va pas le dire que ça et comme ça, parce qu'il y a tout un dispositif, mais c'est un temps qui va précéder celui de la définition du plan de soins personnalisé du patient. Donc, une fois qu'il y a eu l'annonce, le dossier est examiné en réunion de concertation pluridisciplinaire. Donc, il fait partie de ce dispositif où des gens de disciplines complémentaires vont étudier quelle est la meilleure façon de prendre en charge le patient, tant au niveau de son traitement que son accompagnement, des soins de support en particulier. Et le patient ensuite va commencer son temps de traitement. Avant de commencer le traitement, il va rencontrer un soignant paramédical. C'est ce qu'on appelle les infirmières d'annonce ou les infirmières de coordination, mais il y a aussi les manipulateurs radio qui sont formés pour ça. C'est-à-dire, avant de commencer le traitement, on va parler d'autre chose que de l'organique, de la nature de la tumeur, etc. On va accompagner les gens, par exemple, en leur donnant des informations. Voilà ce que ça veut dire au niveau de votre travail, quelle démarche il y a à faire, quelles associations existent, effectivement, l'existence de soins de support en soi. Donc, un lien va se créer avec cette infirmière d'annonce ou de coordination qui va permettre d'accompagner le patient. Donc, c'est très riche et c'est très apprécié par les patients. Vraiment un partenaire, si je peux dire, du soin en soi. Ensuite arrivent effectivement les traitements. Alors, l'annonce, c'est pas juste l'annonce du diagnostic du cancer. Elle peut intervenir tout au long de la maladie. Ça peut être l'annonce d'une rechute, malheureusement, mais elle est aussi difficile à faire. Ça peut être l'annonce d'un changement de traitement, parce qu'un traitement n'a pas bien marché. Donc, à chaque fois, le dispositif mis en place va permettre d'accompagner ces annonces. Alors, pour vous donner un exemple de qu'est-ce que c'est le dispositif et qu'est-ce que c'est que les recommandations. Je vous parlais tout à l'heure du cadre, peut-être que ça intéresse. Il y a des gens qui ont travaillé sur le cadre de l'annonce, c'est-à-dire on prend le temps de le faire dans un lieu calme, en semaine, pas la veille d'un week-end, pour pas laisser la personne seule. Enfin, vous voyez, c'est quand même quelque chose de très détaillé. Et il y a une formation des soignants sur la manière de se comporter. Qu'est-ce qu'on va dire? Il y a des mots qu'on va éviter d'employer, il y a des mots qu'on va rechercher. Comment on va le dire? C'est-à-dire, on travaille aussi la gestuelle. Qu'est-ce qu'on va aller chercher à évaluer? C'est-à-dire, qui on a en face de soi? Qu'est-ce que veut la personne? Donc, ça nécessite effectivement d'un mode très empathique, vous voyez. Et tout ça, c'est étudié et ça fait partie des recommandations qu'on peut retrouver sur l'Institut national du cancer a publié quelque chose. Et ça va vraiment dans le détail et ça aide beaucoup l'annonceur et à qui on annonce aussi, mais aussi les proches. Et du coup, ce dispositif, est-ce que l'objectif, c'est de permettre aux patients d'être le mieux soignés possible ? Oui, déjà, on est parti de patients traumatisés, donc par des annonces quand même assez terribles.
avec les conséquences, donc des patients traumatisés psychiquement. On a vu que voilà, le trauma psychique aggrave la maladie, donc ça à tous les coups. Donc effectivement, il faut comprendre ce dispositif-là dans cette manière de voir la prise en charge du cancer. Maintenant, c'est la prise en charge du patient atteint de cancer. Donc j'insiste beaucoup là-dessus. On n'est pas juste prise en charge de la tumeur. On est le patient atteint de cancer. Donc c'est un patient qui est par définition fragile et vulnérable, plus ou moins, mais on va faire très attention à pas, on va dire, exagérer, augmenter, en rajouter encore avec cette mauvaise nouvelle. Donc c'est considérer le cancer comme atteignant une personne d'abord et avant tout, qu'on va prendre en charge, accompagner tout au long de la maladie, et même après la maladie, parce que on est maintenant dans cette forme-là de considération du cancer. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Docteur Le Provost, vous êtes oncopsychiatre à Gustave Roussy. Auparavant, vous avez exercé pendant 13 ans en libéral, en cabinet. Est-ce que vous avez un fait marquant à nous partager de cette expérience ? Un fait marquant concernant une personne atteinte de cancer, je suppose? Non, un fait marquant de votre expérience en général en tant que libéral et accompagnant des patients avec différentes pathologies et différents traumatismes. Oui, en fait, j'en ai plusieurs. Voilà, parce que chaque situation fait qu'on s'implique beaucoup, évidemment, émotionnellement, mais plus ou moins. Mais je dirais que c'est une succession de faits marquants. Un souvenir quand même, peut-être, sur... voilà, une patiente en fait, atteinte de cancer que j'ai accompagnée pendant 5 ans en libéral et que j'ai retrouvé à Gustave Roussy. Alors là, c'était génial parce qu'on était très contents de se retrouver et puis surtout, on se comprenait parce que j'avais, on va dire, partagé son histoire de vie avant, donc le début, l'entrée dans la maladie, elle était en rémission aussi, donc ça, c'était continuer à la suivre. Et je l'ai revue à Gustave Roussy parce qu'effectivement, elle était en rechute. Mais du coup, on se comprenait immédiatement et ça a permis de gagner beaucoup de temps. Et puis surtout, on avait la sensation vraiment de faire partie de la vie, enfin en tout cas une tranche de vie, de partager une tranche de vie avec cette patiente qui va très bien au jour d'aujourd'hui. Mais effectivement, je dirais que c'est pour ça qu'on fait ce métier aussi. C'est pour que ça ait du sens humainement. Et là, on avait une très belle illustration. Alors quand on est oncopsychiatre ou oncopsychologue, on doit forcément s'impliquer ? Ah oui, on ne peut pas faire autrement. Alors, on est quand même dans de l'humain, particulièrement dans le cancer. Donc voilà, on est toujours, on baigne dans l'émotion. Le fait d'être à l'hôpital, donc le fait que ce soit ultra médicalisé, on pourrait dire ça atténue cette émotion, mais non, ça l'atténue pas vraiment, c'est juste qu'elle ne s'exprime pas forcément à l'hôpital. Mais même les collègues qui ne sont pas psy ressentent cette émotion-là. Donc on est obligé de s'impliquer avec évidemment un œil professionnel parce que sinon on s'épuise et puis on n'aide plus personne. Donc ça c'est avec une juste distance, je dirais. Juste distance et un mode qu'on cherche toujours à avoir, qui est le mode empathique, arriver à se mettre à la place de l'autre pour essayer de déterminer ce qu'il peut ressentir, pour mieux l'aider, en particulier. Mais effectivement, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie et d'implication permanente. Donc quand on a beaucoup de patients, comme dans les centres de lutte contre le cancer, eh bien, on travaille en équipe. Voilà, ce qui permet d'avoir plusieurs visions des choses, d'échanger beaucoup. On est plusieurs à suivre un seul patient, donc ce qui permet de faire en sorte qu'on va garder cette implication, mais sans s'épuiser. Sinon, ce serait compliqué. On s'épuiserait dès les premiers patients. Donc, c'est pas possible. Donc, pour rester aidant, il faut travailler en équipe. Merci pour ce partage d'expérience. Je vous en prie.